On va continuer à peu près dans la même logique de la série Light. Et donc on va attaquer une petite série peut-être, ou plus grosse, je sais pas. Enfin, à voir ce qu'on fait avec. C'est toujours dans une histoire de... Enfin, l'effet est un effet finalement qui ressemble au normal mapping, sauf que là, on n'est plus vraiment dans le light, on est vraiment dans la modification géométrique d'une forme, et ça s'appelle le displacement. Alors, on ne fait pas nécessairement du displacement mapping, c'est-à-dire je ne vais pas prendre une texture qui va me permettre de faire le déplacement, mais comme d'habitude, je vais faire de manière procédurale le déplacement. Donc pour ça, on a un exemple de départ qui est juste tiré de Light qu'on a utilisé précédemment. XVF SC0202 displacement. Donc c'est l'exemple enfin en gros c'est basé sur ce qu'on a réalisé la semaine dernière, mais dans lequel je vais désactiver le normal mapping et commencer le displacement mapping. Alors pour information, ce code affiche donc une grille. Hop, on va aller dans window.c. Je vais réduire un tout petit peu la taille du texte. Et je vais rajouter ici un GL Polygon Mode, GL Front and Back, GL Line pour que vous puissiez voir qu'en réalité on a une grille et même ça va être un peu, assez important pour la suite des choses. Faut se visualiser cette grille dans un repère pour faire les bons calculs dans la suite des choses. Donc ici, à retenir, la grille, elle est tournée vers nous. À la base, elle est couchée, complètement couchée. Et là, je la relève un peu vers nous. Et là, elle est en train de tourner. Mais donc, premier point de départ, c'est en réalité la grille que vous voyez là. Alors, je vais mettre la feuille. La grille que vous voyez là. Si je la dessine en vraiment assez basse résolution, c'est-à-dire avec peu de triangles, je vais en faire quand même. Je vais faire 4 sommets par côté, 4 x 4. Hein, c'est ça, on a 4 là. 1, 2, 3, 4, oui. On prend du 4 x 4. Ce qui est important ici, c'est de savoir qu'on a fait les triangles comme ça. Enfin, important. Légèrement important, parce qu'on va commencer à refaire des calculs dans les shaders, mais qui correspondent à notre géométrie. Et donc, comme on le fait sur cette grille, c'est quand même mieux de partir sur une bonne idée de comment est créé l'objet dans son espace objet, c'est-à-dire l'espace avant modification, avant d'aller dans la scène. euh, L'objet, il est créé comme ça. Cet objet en particulier est créé comme ça. Ici, vous avez l'axe des Z. Et ici, vous avez l'axe des X. Donc, l'axe des Y sort de la feuille. Et je vais d'ores et déjà dessiner le repère S et T. Le repère de coordonnées de texture. Donc, ici S et ici T. Hein, je mets les bonnes valeurs, ici 1, donc ici 0 et ici 1. 1, 0, 0, 1 et ici 0, 0. Ça c'est côté coordonnées de texture. Côté coordonnées de l'objet en bleu, on va jusqu'à moins 1 de ce côté-là. Mais ça c'est moins important pour le coup. Hein,
plus 1, pardon. Et ici, plus 1 en Z. Et ici, moins 1 en Z. Voilà, grosso modo, pour se poser un peu dans la géométrie qui vient d'être dessinée à l'écran et sur laquelle on va faire des déplacements de sommet à la volée dans le shader. Juste, voilà, pour coller pile à l'exemple de la feuille. Hein, je fais une géométrie de 4 par 4. Hein, on est bien dans cette situation-là. D'accord? Voilà. Hop, cet exemple. Je vais venir enlever la partie pour le moment. On la réactivera plus tard si on veut. La partie normale mapping, enfin perturbation de la normale, qui est à peu près ce bloc-là. Je vais commenter. Et donc on a une face pleine éclairée. Pardon, je vais remettre ici les valeurs initiales de 32 par 32 et commenter cette partie. Voilà. On a notre face qui est bien plate, même si là pour le coup c'est pas un plan. Voilà, c'est une grille et donc j'ai le droit de déplacer dans l'espace les sommets de ma grille. Et je vous propose donc la chose suivante. On aimerait, sans toucher à la géométrie côté CPU, modifier la géométrie côté directement dans le pipe GPU. Donc, en venant automatiquement dans le Vertex Shader, faire les modifications. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Ma grille, je vais la dessiner un peu de biais. En pratique, j'ai par exemple envie de faire en sorte qu'elle ondule comme ça. Alors j'ai une demande de L2 qui est capable de suivre un peu presque le cours de L3, qui m'a demandé de faire un drapeau. J'ai dit que j'allais le présenter. Voilà, c'est dans le C de L3. Parce que bon, en L2 c'est un peu trop avancé pour le moment. Donc l'idée c'est j'ai une grille et je vais la faire onduler de cette manière-là. Et tout ça sans modifier quoi que ce soit dans la partie géométrie CPU du modèle 3D. En allant travailler que sur le GPU. Donc, la grande majorité des ajouts vont se faire au niveau du Vertex Shader. Donc ici, il s'agit de déplacer les sommets pour avoir cet effet ondulé. Donc première étape, c'est de dire en fait les positions initiales, les VSI positions, en gros. Les positions initiales du sommet, bah, je vais faire en sorte qu'elles soient plus elles-mêmes. Et bon, on sait, nous on sait qu'on va partir d'un objet qui est à plat. Alors ça ne marchera pas forcément si vous avez un autre type d'objet. On va partir d'un objet qui est à plat et on va venir surélever, venir déplacer, faire un displacement. On va venir faire un déplacement vers le haut des sommets, de tous les sommets de cet objet. Oui. C'est le même fonctionnement qu'avec une animale. C'est une. Si la fonction, là, ça va être une fonction procédurale. Si la fonction procédurale qui fait le déplacement est un bruit de Perlin,
bah, ça fera un terrain. D'accord. Si au lieu que ce soit, ou si la fonction procédurale, en fait, juste se contente d'aller chercher une hauteur dans une texture, eh ben, ça va modéliser, au fait, la hauteur. Ça, on pourra reprendre le code plus tard quand on fera, par exemple, du filtrage sur texture ou des choses comme ça, pour, au fait, voir qu'est-ce que ça donne sur un terrain, par exemple. Je pense notamment à l'érosion, c'est un flou, quoi. Le flou, c'est de l'érosion, donc on pourrait faire de l'érosion en temps réel comme ça d'un terrain, juste en recalculant les hauteurs, après avoir fait des flous successifs sur une image, en fait. L'image étant l'image des hauteurs, ce qu'on appelle une Digital Elevation Map, une carte de hauteur euh, d'un terrain. Euh, donc, j'étais en train de dire quoi? Oui, là, on va vers le haut, mais sachez que simplement, si vous deviez faire la même chose sur une boule, hein, une sphère, une planète, alors, en fait, le seul truc, c'est qu'au lieu de dire je vais vers le haut, vous dites je vais vers l'extérieur, hein, vers l'extérieur de la boule. Vous avez une direction qui vous emmène à l'extérieur. C'est laquelle? Bah, vous prenez le centre de l'objet, vous avez le sommet, le vertex, bah, vous avez donc le vecteur qui va du centre vers le vertex, c'est lui qui vous emmène vers l'extérieur. Donc au lieu d'aller en haut, vous allez dans la direction d'un vecteur, c'est tout. Donc pour une boule ou pour n'importe quel objet qui serait plus ou moins sous la forme d'une boule, une tête, même une voiture, enfin peu importe, un objet qui a été modélisé, disons qu'il peut être simplifié sous la forme d'une boule. Et donc on peut déformer presque n'importe quoi sur ce mode-là. Alors je ne le fais pas sur le terrain, parce que le terrain, si je lui applique ce genre de comportement-là, le terrain, donc il est comme ça, c'est une grille, hop, son centre il est ici, et donc je prends la direction qui va depuis le centre vers n'importe quel sommet, et vous voyez qu'on est en train de déformer vers l'extérieur du terrain. Ça va être des trucs qui vont déformer dans ce sens-là. Vous voyez, c'est pas ce qu'on veut. Donc aller vers l'extérieur, ça marche pas pour la grille. La grille, il vaut mieux dire aller vers le haut. Voilà. Donc on va faire aller vers le haut. Mais vous remplacerez aller vers le haut par va vers l'extérieur et ça marche aussi. Donc ce qui est fait là est généralisable pour d'autres types de géométrie. Donc on va commencer par mettre à jour la hauteur d'un sommet. Donc je vous propose de commencer par écrire une fonction qu'on va appeler update 8, qui va prendre un input-output. Enfin, j'ai pas trop expliqué les qualifieurs, tous les qualifieurs qui existent dans le GLSL, mais vous comprenez déjà quand vous voyez in que c'est une entrée, out que c'est une sortie, et que quand vous voyez in-out, c'est une entrée-sortie, ça veut dire une variable dans laquelle vous pouvez écrire. Écrire, ça veut dire comme si vous aviez un pointeur vers elle, en fait. Donc vous modifiez la valeur et elle est répercutée, la modification. Donc in-out pose, et pour le moment, disons juste un in. Pardon, in-out, faut quand même dire ce que c'est, vec 3 pos, et in, vec 2 chord, ou surface chord, s chord, coordonnées de surface. Un peu comme le normal mapping, je base une grosse partie de ce que je fais sur donc une deuxième représentation de l'espace qui est se représenter toujours l'espace, même s'il est tridimensionnel, d'un point de vue surface. Hein, ce côté relatif. J'ai l'objet 3D en bleu, mais dans le repère vert, je visualise mon objet comme une surface plane, toujours. Même si en vrai, c'est à la fois une surface plane et à la fois
une surface plane. Je veux dire, dans l'espace 3D, c'est un plan, et dans l'espace 2D, c'est un plan. Mais ça marcherait pour un truc qui ne serait pas un plan dans l'espace 3D. Donc j'ai à la fois la coordonnée x, y, z et aussi la coordonnée de texture, de surface, que j'appelle s-coord. Mais elle, je ne la mets pas à jour, c'est la hauteur de pose que je veux mettre à jour. Donc, en gros, je veux écrire un truc du genre pose.y égale, et je modifie la hauteur du point. Hein, je mets un simple égal et pas un plus égal. Je peux faire un plus égal éventuellement, mais je sais que je pars de zéro et je vais monter vers le haut. Donc, je vais commencer à bricoler une formule en utilisant une amplitude fois le cosinus d'une fréquence fois 2pi fois quelque chose. Disons s-coord.x. Je bricole là. Hein. Je fais un petit bricolage. Donc, constante, float, amp. On va dire que l'amplitude c'est 0,5. Mon espace est plus ou moins normalisé. Donc 0,5 c'est pas mal, 50% de hauteur. Fréquence, on va mettre 4. 4 tours. 4 allers-retours d'un cosinus et 2 pi, c'est combien déjà? 2 pi 6 28 3 quelque chose comme ça, 2 pi un tour, hein. Donc 4 tours en fonction de la coordonnée x du sommet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis en train de parler de la coordonnée x niveau surface. Alors oui, je peux l'appeler s dans le code aussi. Hein. Je peux mettre s à la place de x. Donc ce truc, il va de 0 à 1. Et en réalité, mon cosinus, il va faire voilà, 4 allers-retours là-dedans, comme ça. Ok? Et donc la hauteur, au fait, de mon... Je suis dans le repère vert. Hein. La hauteur que je vais obtenir là, ben, je vais la traduire dans le repère rouge, mais sur l'axe des Y. Ok? Hop. Je reviens ici. Donc cette position, vec 3, pos, égale, update hauteur. Non, pardon. On commence par l'initialiser. VSI pos, position. Et je dis update 8 de pos avec la coordonnée de texture VSI techCoord. Donc cette position pos, c'est la position... À partir de maintenant, c'est la position initiale de mon sommet. Et du coup, tout ce que je répercute sera basé sur POS et plus du tout sur VSI POS. Ok, vous l'avez, je mets à jour pour la suite du process position pour que ce soit la nouvelle position. Alors, regardez bien l'éclairage qui circule sur cette surface. Il est tout plat. Il faut quand même réaliser que l'éclairage, en fait, il considère la surface comme une surface plane malgré le fait qu'elle ne le soit pas. Je remontre le code, c'est ça? Donc, à partir de maintenant, la grosse partie de mon travail, en fait, enfin, même si bon, je suis pas forcément hyper satisfait par le bricolage que j'ai fait, parce qu'on est loin du drapeau, etc., qui flotte dans le vent. Euh, on,
on doit mettre à jour les informations pour avoir un éclairage correct, parce que l'éclairage est complètement faux. Il est tout raplapla, alors que la géométrie ne l'est pas. Alors, pardon, on va quand même vérifier que même si c'est clair et net que la géométrie a été déformée, on va quand même le vérifier parce que on a vu que parfois nos yeux nous jouaient des tours. Hein. Vous voyez bien, hein, je raconte pas de bêtises, j'ai bien déformé le maillage en fonction d'une fonction cosinus. Alors, je recommande ça et je vais là. Et donc, on va commencer par d'abord un dessin. Donc là, actuellement, mon maillage a été surélevé. Par contre, le problème, c'est que les normales au sommet ici, les VSI normales, les entrées qui sont utilisées là, l'entrée qui est là et qui est répercutée ensuite là et là, eh ben, elle pointe vers le haut. Or, si j'ai déformé mon maillage, normalement la face va devoir pointer un peu dans toutes les directions en fonction du maillage. Solution numéro 1. Simplement calculer dans le Geometry Shader la normale au triangle quand j'arrive dans le Geometry Shader. Ça, je peux le faire. Problème, ça va créer des normales aux faces. Normales aux faces, ça va donner un effet un peu vitreux quoi, à l'objet et pas lisse. Hein, face, comme une boule à facettes, quoi. Comme la boule disco, la boule à facettes. Le problème, c'est que j'ai pas forcément envie d'avoir les facettes qui sont bien visibles et je pourrais avoir besoin des faces lisses. Alors, je montre que donc je ne vais pas le faire. Hein, on va perdre du temps à le faire. Je montre simplement que les tangentes qu'on avait fait dans les séances précédentes, je rappelle, pour visualiser les tangentes, il suffit de commenter le discard qui est là, qui est rejeté au fait le fragment. Vous allez voir que les tangentes sont bien calculées. Vous voyez ? Les tangentes correspondent, enfin quand on les voit, hein, parce que parfois elles sont sous la surface, quand on les voit, les tangentes, elles correspondent réellement à la surface. Ça veut dire que la normale, elle peut être aussi calculée dans le Geometry Shader à cet endroit-là, à l'endroit où j'ai calculé les tangentes. Donc ça, c'est la version facile, mais c'est pas la bonne en fait, parce que ça ne me permet pas d'avoir les faces qui sont lissées. Le souci vient du fait que, alors je vais choisir un sommet au hasard, lui. Donc je choisis un sommet au hasard. Ce sommet, je dois lui calculer sa normale. Hein, donc le vecteur qui le représente le mieux. Et pour ce faire, j'ai besoin de calculer la normale de ce triangle, 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 de ce triangle. Vous les voyez, les 6 triangles qui sont là, c'est les triangles pour lesquels ce sommet a une participation. Donc en gros, pour ce sommet central, j'ai besoin de ce sommet, de ce sommet, de ce sommet, de ce sommet, de celui-là, et enfin de celui-là. Et donc je vais numéroter
lui c'est 0, lui c'est 1, lui c'est 2, lui c'est 3, lui c'est 4, lui c'est 5 et lui c'est 6. J'ai 7 sommets que je vais devoir essayer de deviner, parce qu'en vrai j'en ai qu'un. J'ai qu'une entrée VSI position. Les 6 autres, je vais les deviner. Je vais faire comme si j'étais capable d'aller les chercher. Parce que eux aussi, bah, je sais à peu près où ils sont et je sais ce qu'ils vont subir comme déplacement. C'est important, hein. Je vais déplacer le sommet que je vais sortir, mais je vais faire semblant de déplacer 6 sommets. Pour un, j'en déplace 6 autres. Oui. Et si ce sommet serait à l'extérieur de la géométrie? S'il est à l'extérieur de la géométrie, dans mon problème de euh, dans mon problème qui est procédural, il n'y a pas d'extérieur de la géométrie parce que ma fonction qui déforme la surface, elle fonctionne sur r au carré. Donc c'est jusqu'à l'infini. Par contre, effectivement, si ma déformation, mon displacement, je le fais à partir d'une texture, par exemple. La question, c'est quand je sors en haut de la texture, qu'est-ce que je fais? Vous pouvez décider de revenir en bas. Donc là, c'est juste un paramétrage de texture, vous allez dire repeat. Par contre, si vous voulez, en sortant en haut, revenir de ce côté-là, en miroir, vous faites un repeat mirror. Donc, en gros, vous avez des solutions. Et si vous voulez, en sortant, vous arrêter et renvoyer que des zéros, là, vous faites l'option clamp de la texture. Bon, en gros, vous avez... En réalité, vous n'avez aucun problème avec les cas limites au bord. On a toujours une solution. Il faut, par contre, s'assurer que le calcul qui est fait, il est fait avec les valeurs qui vous intéressent à ce moment-là. C'est tout. Mais sinon, non, ça devrait fonctionner. Donc, il faut préparer pas mal de choses, hein. Donc, il faut préparer 6 sommets en plus. Donc, bon, en gros, on va dire il faut avoir 7 sommets. Et pour ces 7 sommets, il faut avoir 7 coordonnées de texture. Et une fois que j'ai tout ça, réellement, si j'ai les 7 sommets, je suis capable d'aller calculer les 6 normales qui sont là. Et enfin, faire la somme des 6 normales et calculer leur moyenne. Donc la somme divisée par 6, qui va me donner la moyenne que je vais enfin affecter ici. Tout ça pour ça, hein. Tout ça pour un seul calcul à la fin. C'est donne-moi la normale. Ok. Il me faut donc pour ça savoir quelle est la quantité qui est là, dans un espace ou un autre, hein. Qu'est-ce que j'entends par quelle est la quantité qui est là? Ben, quel déplacement je fais pour aller au voisin? Quelle est la quantité qui est là? Quel déplacement je fais pour aller au voisin? Donc cette quantité, je vais la prendre plutôt dans la coordonnée de texture, hein, dans cet espace vert. Et je vais dire que donc ici, dans le dessin qui est là, elle est de 1 divisé par 3, c'est ça? Oui. Vous voyez, elle est d'un tiers. Et d'un tiers. Hein? C'est un tiers parce qu'il y a 4 sommets. Et un tiers parce qu'il y a 4 sommets. Donc en réalité, un tiers, ça veut dire plutôt, la généralisation, c'est plutôt 1 sur le nombre de sommets de la grille, que je vais quand même appeler W, moins 1. Et là, c'est 1 sur... pardon. Non, ça c'était H, pardon. J'ai confondu. Là, c'est la hauteur de la grille. Et là, c'est la largeur de la grille, moins 1. Voilà. Donc, ces deux informations, c'est des informations globales de la forme. Donc, je vais les transmettre depuis le CPU. Et on va appeler ça offset. Comme on a fait quand on a fait le Sobel. Ok. Donc,
il me faut, je vais remettre le discard ici, le discard. Il me faut donc que le CPU m'envoie un uniforme, pas float, vec2, offset. Avec cet offset, je vais calculer comme j'avais fait un peu avec le Sobel, plein d'offsets. Alors, il m'en faut 7. Vec3, offsets. Là, il m'en faut 7. Hein, vous l'avez, pourquoi 7? C'est le sommet plus les 6 voisins. Et donc, c'est le sommet lui-même plus ses 6 voisins, droite, diagonale en haut, etc. etc. Hop, hop. Vec 3, 0.0, 0.0. Le sommet lui-même. Premier offset. Deuxième offset. Vec 2, pardon, pas Vec 3. Qu'est-ce que je fais avec mes Vec 3? Désolé. Vec 2, ok. Vec 2. Ensuite, des Vec 2 qui contiennent un offset X, un offset Y, ou les deux en même temps. Je vais faire offset.x, offset.y. Et je vais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais en prendre 6. Hein, c'est mon 0,0 plus 6. Donc, l'offset, offsets de 0, ça va être de quoi rester là. Offsets de 1 pour aller là. Offsets de 2 pour aller là. Offsets de 3, etc. Donc, sur le repère vert, ici, on a rajouté en X, là. Et on a rajouté en X et en Y, là. Et ici, on a rajouté que en Y, etc. Et on tourne. Donc, j'essaye de ne pas me tromper. D'abord, je rajoute en X, rien en Y. Ensuite, je rajoute en X et en Y. Ensuite, je rajoute en Y et pas en X. Attendez, je vais faire un retour à la ligne ici. Ensuite, donc, je rajoute en Y et pas en X. Je reviens au dessin. Oula, j'ai oublié de... Alors, ensuite, donc, j'ai dit, je rajoute en Y et pas en X. J'enlève en X. J'enlève en X, j'enlève en Y et j'enlève en Y. Alors. J'enlève en X. J'enlève en X, j'enlève en Y. Et enfin, j'enlève en Y. Je soustrais l'offset. Donc là, j'ai mon tableau des 7 offsets. Ne pas oublier dans le window.c, au moment où vous déterminez votre grille, de transmettre l'information qui est là. D'ailleurs, j'en profite pour peut-être mettre 64 en largeur et puis juste 8 en hauteur. Parce que je fais un mouvement qui est plus long que haut. Donc j'ai pas besoin de beaucoup de sommets en hauteur, hein, même si je peux mettre 64 aussi. C'est juste histoire de vous donner l'habitude d'être un peu frugaux, quoi. De pas trop générer de géométrie. Donc ici, il faut
transmettre l'information 64 et 8, enfin 1 sur 64 moins 1 et 1 sur 8 moins 1. Et pour ça, il faut use program, PID. Vous activez l'utilisation du programme. Vous désactivez l'utilisation du programme. Et entre les deux, vous envoyez GL uniforme. Ça va être 2F, 2 flottants, de GL get uniforme location, de la variable, non, dans le PID, de la variable que j'ai appelée offset, avec comme première valeur 1.0f divisé par 64 moins 1. Je le fais en dur, hein. Vous ferez plus joli de votre côté. Vous mettrez des paramètres. Et là, je mets 8 moins 1. Alors, je mets pas 7, comme ça vous... et je mets pas 63, comme ça vous voyez que le 64, c'est le 64 qui est là, et le 8 qui est là, c'est le 8 qui est là. Ok. Hein, vous ferez attention, hein, si vous modifiez ici, il faut modifier là. Hein, ou sinon, vous utilisez des constantes. Ok. Donc, mes offsets sont calculés. Alors, désolé, hein, ça prend du temps. Alors, void, on va créer une fonction qui s'appelle update, tout court, qui va update une position in out position vec3 pardon out vec3 position out vec3 normal. C'est l'objectif, hein. On a déjà vu que l'update de la position ça marche, sauf que là on sait maintenant que l'update de la normale c'est important aussi. Donc, au fait, la fonction update va faire les deux. Ce petit update de position qu'on a déjà plus ou moins dans cette fonction, mais qu'on va devoir utiliser 7 fois parce qu'on va devoir, au fait, le faire pour le sommet, mais aussi pour les 6 voisins supposés de ce sommet. J'ai pas accès à ces voisins, ils n'existent pas. Je ne peux pas profiter de leurs calculs. Dans le processus parallèle, je peux juste deviner, enfin, recalculer où est-ce qu'ils vont être. Je suis obligé de le faire, ça. Malheureusement, je ne peux pas profiter du fait qu'à un moment, ils aient été déplacés. Alors, sauf à utiliser une autre technique qui consiste à les déplacer et à aller les relire dans un buffer de data. Mais ça, c'est pas à la volée, quoi, du coup. Voilà. Donc moi, je veux un truc qui est hyper dynamique. Avec cette méthode-là, en réalité, s'il y en a parmi vous qui gèrent bien le truc, vous pouvez vous créer un univers infini. Il faut quand même réaliser que si vous avez derrière votre fonction de hauteur une fonction procédurale qui génère des hauteurs à l'infini de manière, disons, bruit de perlin, si vous vous placez de manière à vous balader dans cet univers sans qu'il bouge, en réalité, l'univers, il sera infini. Parce que vous serez toujours dessus. C'est pas vous qui allez vous déplacer, c'est sa coordonnée de texture qui va venir vers vous. Et dans ce cas-là, vous pourrez bouger à l'infini, en avant, en arrière, etc. Bon, allez, je me perds pas, faut que je fasse mes calculs. Alors, d'abord, il va falloir que je calcule 7 positions différentes. Vec 3, on va les appeler P voises, comme position des voisins. Alors, dans voisin, je m'inclus, c'est-à-dire j'inclus le point lui-même.
Et il va falloir que je calcule 7 coordonnées de surface différentes aussi. Alors, coordonnées de surface, c'est une coordonnée 2D, S voisin. Donc, P voisin et S voisin. 7 aussi. Qu'est-ce qu'il va falloir calculer aussi à la fin, il va falloir calculer une normale aussi, qu'on va appeler simplement N. Et L, par contre, je vais initialiser à 0. Voilà. Donc, for int i égale 0, i inférieur à 7, plus i. Je calcule les 7 P voises et les 7 S voises. P voise de I égale position du sommet, VSI, position. Décalé d'un offset. Vous m'arrêtez si ça va trop vite. Je prends la position du sommet lui-même et j'utilise l'offset pour décaler. C'est là où je vais voir si vous l'avez. Alors, la position elle est tridimensionnelle, je décale avec un vecteur tridimensionnel. Ce vecteur tridimensionnel, je fais un décalage en X et en Z. Vous voyez le schéma. On est par exemple ici et on veut aller là. Ok? Donc, on est ici, on veut imaginer ce truc-là. Donc, on a fait un offset ici en X qui correspond, en X, attention, X c'est rouge, qui correspond à l'offset S en vert. Donc, ça va plus ou moins, il correspond plus ou moins. Attention, la grandeur qui est là, d'un tiers. Dans cet espace-là, elle est plus que 1 tiers. Elle est de 2 tiers. Cet espace rouge, il va de moins 1 à plus 1. Il est 2 fois plus large et 2 fois plus haut. Maintenant, ok. Donc j'ai utilisé cette coordonnée de surface, le x surfacique, avec un x2. C'est ça qu'il faut se dire, hein, avec un x2. Et j'ai utilisé quoi ici? Alors, cette coordonnée-là, mais attention, elle est à l'envers. Le z, il va vers le bas. Et moi, j'utilise celle-là qui va vers le haut. Donc, moins 2. Donc, celle-là fois 2. Et celle-là fois moins 2. OK? Donc, hop, ici, il y a un 2 fois. Alors là, l'offset de I. Alors, je peux mettre S ou je peux mettre X. C'est vraiment comme vous préférez. Hein. C'est juste pour que... Enfin, je préfère peut-être pas vous embrouiller. Mais voilà, vous avez deux coordonnées. Vous avez l'habitude de les appeler X, Y. Bon, bah, vous les appelez X, Y. Mais sachez que vous pouvez les appeler S et T aussi. Et que ça donne le même effet. Donc ça va aller en X. En Y, il n'y a pas de décalage. Et en Z, il y a un décalage qui utilise le Y de l'offset, mais qui l'utilise avec un fois moins 2. Multiplié par moins 2. Donc voilà, ça vous calcule les 7 positions des voisins, enfin du sommet lui-même plus ses 6 voisins. S voise. S voise, c'est les 7 coordonnées surfaciques du sommet plus ses 7 voisins. On part des coordonnées surfaciques, donc VSI tech coord, plus là directement offset
offsets, pardon, de i. Ici, c'est simple. Juste, je rajoute offset de i, là. Ils sont déjà prêts pour la coordonnée de texture, au fait. Donc, j'ai pas de transformation. Ici, il y avait un x2 et un négatif là. Mais là, il n'y a rien de... Il n'y a pas de transformation à effectuer. Une fois que j'ai les positions des voisins et les positions des points, les positions des surfaces, les surfaces aussi des voisins, qu'est-ce que je peux faire ici? Je peux mettre à jour la hauteur. J'appelle la fonction update8 avec pvoise de i et svoise de i. Hein, ne pas oublier de faire ça quand même. Faire semblant de mettre à jour les hauteurs du sommet et de ces 6 voisins. Et là, c'est bon. Ce que vous imaginez dans ces deux tableaux vont vous permettre de faire les bons calculs. Enfin, j'espère. J'espère qu'on ne va pas se planter. Donc, les bons calculs, c'est aller calculer les normales de chacun de ces triangles-là. Donc, il y a une boucle x 6 là. Il y a une boucle qui va tourner 6 fois, qui va aller chercher, calculer 7 normales, 7 normales, 7 normales, 7 normales, 7 normales et 7 normales. Hein, pour les 6 triangles qui sont là. Regardez le premier triangle. 0, 1, 2. Le deuxième, 0, 2, 3. 0, 3, 4. 0, 4, 5. 0, 5, 6. Il y a moyen de faire une boucle. Et 0, 6, 1. Attention, juste le dernier, il est problématique pour la boucle. Il y a un modulo à faire. Voilà, donc il y a moyen de faire ça avec une boucle. À chaque fois, on appellerait une fonction qui prendrait 3 sommets et qui calculerait la normale du triangle à 3 sommets. Donc il nous faut une fonction compute normale et il nous faut une boucle. Donc une fonction compute normale. On va écrire ici vec3 compute normal d'un vec3 v0 v1 v2 hop, v0 v1 v2. Je calcule un vec3 vecteur a égale v1 moins v0. Prenez le sommet 1 moins le sommet 0, vous obtenez le premier vecteur a. Vec3b v2 moins v1. Je montre sur le schéma. Ça serait, si je prenais par exemple, disons, lui v0, v1, v2, bah, du coup A il serait là, et B il serait là. Le vecteur A et le vecteur B. Hein, A cross B, ça donne le produit vectoriel de A cross B. Ça tourne dans ce sens-là, ça donne le vecteur qui sort comme ça. Donc ici, return. Un vecteur normal, il faut le normaliser. Return normalize de cross de A, B. Et voilà. Compute normal devrait fonctionner. Une boucle for 6 fois pour calculer les 6 normales. Six fois. Alors, les 6 normales. On va les mettre où? Bah, on va les accumuler dans le vecteur n que j'ai initialisé tout en haut là à 0. Oula, qu'est-ce que ça m'a fait? N, je l'ai mis à 0 et je vais accumuler dedans les 6 normales.
À la fin, je divise par 6. J'obtiendrai la moyenne des normales. Donc, n accumule le calcul de normale toujours en partant de pivoise de 0. Toujours, on part du point central. C'est 0. En allant vers pivoise de combien? Alors, schéma. On a i qui varie de 0 à 5. Hein. On ne voit pas assez bien les numéros. Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme deuxième point, vous devez prendre 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6. Partant d'une valeur qui fait 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est juste i plus 1. Donc L, c'est i plus 1. Alors, l'autre est un peu plus... Le calcul est un peu plus bizarre. Partant de 0, 1, 2, 3, 4, 5, je dois choisir 2. Donc 0, pour arriver à 2, c'est 0 plus 2 a priori. Mais 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, puis 1. Même pas 0. Ah, donc comment je fais ça? Je rajoute 2. Non. En fait, je rajoute 1. Et je rajoute 1. Alors, je m'explique. À 0, je rajoute 1 et je rajoute 1. Ça fait 2, etc. Je rajoute 1 et je rajoute 1. Je rajoute 1 et je rajoute 1. Jusqu'à la dernière valeur qui est 5. 5, je rajoute 1. Modulo 6, ça tombe à 0. Et je rajoute 1. Le deuxième 1 que je le rajoute en dehors du modulo. Donc, je rajoute 1 modulo 6 à i. Et enfin, je rajoute 1. Et je devrais être OK. Et donc, ici, P voise de i plus 1 modulo 6 plus 1. Ça me semble pas mal. Et je finis par écrire POS reçoit donc P voise de 0 et normal reçoit n divisé par 6. Et là, ça me semble plutôt pas mal. Donc maintenant, au début du main, je déclare POS et je déclare une normale. J'appelle plus update 8 directement, mais j'appelle update qui appellera update 8 en passant une position et une normale qu'il va remplir. Donc POS, il va le mettre à jour. Normal, on n'utilise plus VSI normal, on utilise normal qui m'aura calculé. Ici, il y a encore un VSI normal qui traîne. Je mets normal à la place. Tac, tac. Là, c'est OK. La coordonnée de texture, c'est OK. C'est OK. Quelle heure? Ça va. Yes, du premier coup. Trop content. Bon. On voit tout de suite que l'éclairage, là, il est juste. Que la déformation, elle a été faite et que l'éclairage suit la déformation. Un peu trop fort, la déformation. Un peu trop forte. On va commencer maintenant, disons, la partie un peu bricolage pour essayer de faire de ça une sorte de drapeau, disons, qui flotte au vent. Ce qui n'est pas évident. Hein. Je me suis un peu entraîné avant de venir. Bon. On va commencer par arrêter le truc qui bouge dans toutes les directions, là. Hop. Toi, tu vas te calmer. On a le temps.
Alors pour faire quelque chose qui flotte ou qui donne l'impression de flotter, bah, faut que ça bouge en fonction du temps. Alors on va dans le shader et on rajoute le uniforme. Uniforme float temps. Alors le temps, vous vous souvenez, on l'avait injecté sous la forme d'un déphasage ici dans la fonction cyclique, euh, avec un signe moins pour qu'il déphase vers oula, pour qu'il déphase vers l'extérieur, vers la droite. J'ai les reflets là, je vois pas grand chose. Bon, j'ai comme une sorte de vague un peu trop haute pour l'instant. J'ai pas fait attention à ce que l'amplitude elle monte et elle descend. C'est pas grave. Un peu trop haut à mon goût. Alors, si vous regardez bien, bon, disons qu'on va essayer de faire comme quelque chose un tissu qui flotte au vent. Si vous regardez bien, cette coordonnée qui est là, je ne sais pas si vous voyez bien mon pointeur de souris, cette coordonnée qui est là, elle monte et elle descend. Elle monte et elle descend. On aimerait qu'elle soit toujours au même endroit. Parce que, disons, si on attache le drapeau de ce côté, bah, ça bouge pas. Il est attaché de ce côté et ça devrait bouger partout ailleurs et pas de ce côté. Donc, on veut que pas ce point, mais cette ligne-là soit une ligne fixe. Oui, Nous pouvons faire la même chose que vous avez dit tout à l'heure, où on met cette ligne-là à zéro à chaque fois. effectivement, euh, euh, on va prendre pour la situation de calcul qui correspond à cette ligne-là, on va prendre sa hauteur pour l'utiliser, pour la mettre elle-même à zéro et toutes les autres pour les décaler aussi. En fait, voilà, faut décaler tout le monde, elle comprise, de sa propre hauteur en enlevant cette hauteur zéro, quoi. Et du coup, elle sera fixe. Et les autres seront, du coup, elles vont bouger en fonction de elle. Effectivement, il nous faut notre formule à peu près, mais dans laquelle, au fait, la coordonnée qu'on va utiliser, euh, on va la. D'ailleurs, je vais la mettre dans une variable comme ça, on est tranquille. Float, oui, x. La couleur, elle est la couleur de l'objet. Dans le code de départ de cette semaine, la couleur, elle est dans les matériaux, dans le fichier .c. C'est pas fait en CPU. C'est choisi ici. Caractéristiques du diffus et ambiant de l'objet. Les couleurs sont là. Vous remettrez une texture si à un moment vous avez envie de mettre une texture. Mais là, j'ai enlevé la texture et j'ai remis juste une couleur de matériau. Donc ce X que j'ai enlevé, que je remets ici, il me permet de calculer aussi une hauteur 0, qui est en gros pourquoi j'ai mis amp? C'est amp. Non, c'est amp. Pardon, c'est amplitude. Ok. L'amplitude, c'est OK. Le cosinus, c'est OK. Le temps, c'est OK. Par contre, je vais calculer la hauteur 0, toujours pour un x égale 0. Donc en gros, tout ce terme-là disparaît. Donc en gros, au fait, il reste que ce terme-là dans le H0. Donc le H0, c'est ce terme-là que je viens soustraire ici. Vous voyez, si vous regardez ma souris, ce point, il est toujours fixe.
il bouge plus, il monte plus, il descend, il n'y a plus de montée-descente, il est figé, et c'est le reste qui gonfle, et, enfin qui vient vers vous ou qui va vers le bas. Alors, qu'est-ce qu'on va... On va modifier on va faire une légère modification de la phase, non pas de la phase, de la fréquence. Comment on peut faire une modification de la fréquence? Euh, pour la faire ample et après, alors un drapeau quand il bouge, je sais pas trop. Au début, la fréquence elle est plus forte qu'à la fin, ou c'est l'inverse? Il y a une différence en tout cas entre le début et la fin. C'est l'amplitude qui est plus grande. C'est l'amplitude. Bon, on va essayer un bricolage ici. Alors, soit je diminue, j'aurais tendance à dire je diminue les fréquences en divisant ici par 1.001 moins ou plus. Plus je vais moins ou plus. Plus x ou moins x sur 2. On va essayer moins x sur 2. Alors, plus je vais à droite, plus cette valeur. Oula, ça. Non, ça va démultiplier les fréquences. On va juste voir ce que ça donne. Ouais, ça démultiplie les fréquences. C'est pas. Ça fait. Non, c'est pas ça. C'est l'inverse plutôt. Plus alors. Voilà, ça ressemble à peu près de très loin à un début de drapeau. D'accord? Et il se lâche un peu plus vers la fin, quoi. Euh, Ça vous va là à peu près? Et on rajoute un léger mouvement qui incorpore à la limite on incorpore un tout petit peu la hauteur dans la coordonnée de texture, le Y quoi, mais avec un facteur tout petit. 0.05 par exemple, fois le Y, qu'on va venir peut-être faire jouer avec un cosinus ou un sinus, je sais pas. Cosinus le temps, ou sinus le temps. C'est de la cuisine, hein. C'est clairement de la cuisine, mais ça fait à peu près le boulot. Ouais, je sais pas si... hein, vous voyez, ça fait à peu près le travail. Donc on a notre forme qui suit le mouvement qu'on a imaginé et qu'on a tout fait dans le GPU. Je termine par la petite cerise sur le gâteau. Remettons. Alors, hein, parce qu'on n'a quand même pas fait tout ce travail pour rien. On a quand même tout un truc de normal mapping. Ah, peut-être avant de voir le normal mapping, moi j'aime bien voir les tangentes. C'est joli de voir que en fait, les tangentes se calculent bien. Tout se recalcule bien en temps réel à la volée. C'est sympa. Euh, oui. Euh, on a du normal mapping, autant en profiter. Alors, évidemment, quand on fera, alors je sais pas quand, on fera peut-être à partir de demain, on fait peut-être du bruit de perlin. Ouais, sans rentrer dans le détail théorique, hein. Euh, mais on utilisera le bruit de perlin, voilà. Là, on a un mouvement sur les normales.
Vraiment là, on a presque l'impression que ce normal mapping, il vient vraiment déformer aussi en 3D, mais alors que, enfin, vous avez vu que non, hein. Mais là, ça marche super bien. Alors bon, après, un tissu, il est peut-être pas autant spéculaire. Bon, vous verrez, vous réglerez, vous ferez votre cuisine pour faire un peu mieux que moi. Moi, ici, j'augmenterai légèrement l'amplitude. Hop, je fais un x2 sur l'amplitude et je diminuerai un peu la fréquence. Genre 8 au lieu de 20. Voilà, pour finir par donner une sorte de mouvement qui a l'air un peu aléatoire au truc. Et peut-être il faut accélérer un peu le temps là, et ça devrait donner un truc ok. Côté géométrie, à vous de régler le bidule pour qu'il soit pas trop gourmand, hein. Alors bon, on est à combien là? G, Z. Je suis à 2200 frames, sachant que la forme, je pense que sans shader particulier, elle doit tourner à 3000 frames. Hein, donc on a perdu 800 frames avec tous ces calculs, mais ça en vaut, ça en vaut la peine, hein, c'est quand même du displacement. Mais après, sachez juste que euh, vous pouvez régler la hauteur et la largeur de la grille. Donc notre grille là, zut. Elle est on l'a modifiée à 64 par 8. Vous voyez, c'est plus une grille de trucs allongés. Hein, vous pouvez même passer à 64 par 2. Alors mettez pas 1 hein, parce que vous allez avoir une division par 0. Hein, vous pouvez passer à 64 par 2. Ça donnera toujours un drapeau qui flotte à peu près. Parce que vous n'avez pas trop de mouvements en hauteur. C'est les mouvements, ils sont surtout en largeur. Hein, je reviens sur la version Field. Voilà, donc bon, c'est peut-être pas hyper joli, vous voyez des petits défauts et tout. À vous de voir les bons réglages à avoir. Mais clairement, vous pouvez aussi monter à, disons, 128 par 16. Je fais toujours en dur ici, 128 par 16. Peut-être je vais vous le laisser. Oh, hop, et je commande ça. Et on devrait être bon. Là, c'est tout lisse. Voilà, on voit pas vraiment aucun défaut. Voilà, le résultat il est pas mal. Et on s'arrête là-dessus pour aujourd'hui. Merci.